Nous, on a très clairement mis l'impact et l'ensemble des sujets ESG au sens large au cœur de notre stratégie depuis longtemps. Typiquement, la plupart de nos fonds infra, ils sont article 9, au titre de la réglementation SFDR, alignée taxonomie, etc. Pour nous, c'est un élément extrêmement important par conviction, mais aussi par performance. Parce qu'on pense que les investissements vertueux sur le plan ESG, ils ont vocation à être plus performants à terme. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Laurent Coubret, directeur d'investissement de la société Eiffel Investment Group. Bonjour Laurent. Bonjour Aurore. Laurent, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Alors donc Laurent, moi j'ai 40 ans, ça fait quasiment une vingtaine d'années que je travaille dans les énergies renouvelables. J'ai commencé quand c'était le tout début en France, où j'ai travaillé plus d'une grosse dizaine d'années, 11 ans, chez un développeur d'énergie renouvelable, où j'ai fait diverses choses en France et à l'international. Et ensuite, les 4 dernières années avant de rejoindre Eiffel, j'étais au département M&A, fusion-acquisition du groupe Engie. Et j'ai rejoint la société Eiffel Investment Group en septembre 2022 pour être le directeur et m'occuper de la stratégie d'Equity Infrastructure. Aujourd'hui, du coup, Eiffel Investment Group, c'est une société de gestion indépendante. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Eiffel, donc, c'est une société de gestion créée en 2009, indépendante, avec un peu plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre de l'année dernière, principalement avec des grands institutionnels français et européens. Une des particularités d'Eiffel est quand même son fort ADN industriel et énergétique. La société a été créée au sein du groupe Impala de Jacques Verrat, qui a notamment eu plusieurs succès dans le domaine de l'énergie. Et c'est pour ça qu'Eiffel, notamment, a commencé ses stratégies dans le monde de l'énergie et de la transition énergétique. Aujourd'hui, Eiffel se focalise très majoritairement sur des stratégies à impact, des investissements à impact, quels que soient les secteurs d'ailleurs, et a notamment une composante assez forte sur la transition énergétique, que ce soit via les fonds infrastructure ou private equity. Toi, tu disais en commençant que tu avais depuis près de 20 ans choisi cette voie des énergies renouvelables. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Excellente question. Le hasard, probablement. Non, mais c'est assez rigolo parce qu'en fait, j'ai travaillé tout début de ma carrière dans un fonds d'investissement, un autre. Et le premier investissement de ce fonds, c'était dans une société chez un développeur renouvelable. Et en fait, j'ai été attiré par les fondateurs de la société à ce moment-là. Et je les ai rejoints et voilà, j'y ai passé 12 ans. Donc comme parfois les heureux hasards. Ouais, c'est clair. Et tu trouves que c'est un milieu qui a beaucoup évolué, j'imagine, en 20 ans, ça a dû être considérable. Oui, c'est passé de quelque chose de confidentiel à un marché qui aujourd'hui, alors on va parler de la croissance du marché plus tard, mais qui est devenu un vrai marché à part entière, avec notamment la sortie d'un marché subventionné à aujourd'hui des technologies qui sont rentables par elles-mêmes, qui au-delà de faire du bien à la planète, peuvent se développer toutes seules. C'est beaucoup d'évolutions. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'était une expérience très enrichissante et ça continue. Et Eiffel Investment Group, par rapport à ce marché justement qui a beaucoup évolué, comment ils se situent ? Ils sont plutôt précurseurs dans ce domaine ? Alors, Eiffel, aujourd'hui, c'est une société de 100 personnes, dont, une quarantaine travaillent sur le secteur de la transition énergétique. Ensuite, l'ADN d'Eiffel est quand même de faire des choses qui ne sont pas forcément mainstream, plutôt de trouver des stratégies originales et d'approcher les problématiques de nos contreparties avec des solutions qui répondent vraiment à leurs besoins, mais ce que tout le monde ne fait pas. Donc on arrive à faire des choses complexes rapidement. Et je pense que c'est vraiment ça l'ADN d'Eiffel et qui aujourd'hui est la raison de son succès. C'est vraiment cette capacité à faire des choses
difficile et de s'adapter aux besoins de nos contreparties finalement et de ne pas répliquer des produits du marché facilement. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce que tu entends par contrepartie, nous donner un exemple de produit, de solutions complexes que vous pouvez monter? Alors aujourd'hui, typiquement, donc, dans l'équipe infrastructure, qui est une équipe qui fait quasiment exclusivement des énergies renouvelables, c'est 25 personnes. Et la stratégie, on a des stratégies de dette et des stratégies d'equity. Et dans tous les cas, on est plutôt dans une logique de bridge, c'est-à-dire de financement plutôt court terme, et une capacité d'exécution qui est beaucoup plus rapide que les banques, par exemple, qui financent sur le long terme les projets d'énergie renouvelable. Ce qui fait un petit peu notre force, c'est vraiment cette capacité à prendre les bons risques comme il faut, mais avec une vraie capacité d'exécution rapide. Ok, donc aujourd'hui, c'est des acteurs qui ont des besoins de financement en énergie renouvelable ou qui vont venir vous voir. J'ai pas répondu à ta question, pardon. Les contreparties, en fait, c'est des développeurs d'énergie renouvelable en Europe, principalement. Donc on est sur un marché très européen. C'est toutes les sociétés qui développent des projets, qui les construisent. En fait, c'est un maillage de PME un peu partout en Europe. Aujourd'hui, Eiffel, on en a financé plus de 70 dans tous les pays européens. Et aujourd'hui, on a réussi à créer un réseau extrêmement fort. On a beaucoup, par exemple, de transactions, plusieurs transactions avec les mêmes contreparties qui reviennent nous voir. C'est un bon signe, ça. Oui, c'est clair. Et je me demande, parce que j'imagine qu'il y a des coûts, des frais qui sont extrêmement différents en fonction des projets d'énergie renouvelable. J'imagine que de l'éolien, c'est pas du tout le même coût qu'un champ de panneaux solaires. Est-ce que vous répondez à un type ou à un montant de financement spécifique? Est-ce que vous allez chercher, du coup, vous allez vous spécialiser dans l'une ou l'autre énergie renouvelable de par les types de tickets que vous pouvez Non, alors mettre? on est complètement multi-technologie dans les énergies renouvelables. On ne fait pas de sélection technologique. En l'occurrence, notre portefeuille reflète plutôt le marché. C'est-à-dire qu'est-ce qui se développe. Aujourd'hui, le solaire a beaucoup plus le vent en poupe que l'éolien, même si l'éolien reste quand même un élément important. Non, la taille des tickets, elle est plutôt déterminée par la taille des projets, quels qu'ils soient. Alors oui, l'éolien, ça coûte plus cher à construire, mais en même temps, il y a plus de revenus parce que ça produit plus. Donc, non, c'est pas. En fait, on est aujourd'hui dans nos stratégies, on est peu limité par les tickets. On est aussi capable d'aller chercher des co-investissements quand il y a besoin. Donc, c'est pas vraiment une limite aujourd'hui. D'accord. Et il n'y a pas des technologies qui sont plus difficilement accompagnées par des banques, par exemple? Alors, il y a des technologies qui sont pour le coup trop grosses. L'éolien offshore, par exemple, pour le coup, là, les montants sont vraiment plus élevés. La problématique, les banques, elles accompagnent les développeurs, mais en fait, elles mettent beaucoup de temps à faire les choses. Et en fait, les développeurs, ils voient beaucoup de valeur à venir nous voir pour accélérer, aller plus vite et quitte à nous refinancer 2 ans plus tard quand les choses sont faites et qu'ils auront le temps parce qu'on leur a permis de démarrer leur projet 6 mois plus tôt et ça a beaucoup de valeur pour eux, même si on est plus cher. Ok, très clair. Je voyais en préparant cet épisode que vous aviez des bureaux, donc tu disais principalement en Europe, mais aussi à New York et à Abu Dhabi. Ça m'intriguait. Quel intérêt aujourd'hui, par exemple, pour vous d'être implanté à Abu Dhabi? Les raisons entre New York et Abu Dhabi sont un petit peu différentes. À Abu Dhabi, la raison, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup des grands investisseurs mondiaux sont dans les pays du Golfe, pour les raisons que je pense que tout le monde comprend. Et donc, la raison principale pour nous, c'est vraiment d'attirer des investisseurs du Moyen-Orient dans nos fonds, dans nos stratégies, parce qu'ils ont aussi des objectifs de toute façon de verdir leur mix de manière directe ou indirecte. Et donc, c'est vraiment pour attirer des grands investisseurs institutionnels de la région. Les États-Unis, c'est ça, et aussi investir sur le continent nord-américain, parce qu'aux États-Unis, mais on couvre aussi le Canada, parce qu'on a déjà fait un investissement au Canada et un investissement aux États-Unis. Là, c'est vraiment sur les 2 pattes. C'est la levée, parce que c'est un marché sur lequel il faut être quand on veut grossir les États-Unis. Mais c'est aussi un des endroits où le développement du renouvelable est le plus important dans le monde aujourd'hui. D'accord. Je pense que c'est énorme. Du coup, vous êtes en Europe, en Amérique du Nord, et c'est vraiment limité. Vous ne voulez pas aller plus loin, ou il se trouve que c'est les opportunités ailleurs qui sont présentées? Je pense que chaque chose en son temps. Ouais. La société, elle a quand même un historique plutôt de croissance organique de ses assets under management et de ses actifs sous gestion, pardon. Et nos investissements restent très majoritairement européens. D'abord parce que nos clients sont européens, investissent en euros. On a souvent dans nos sponsors soit la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement qui sont quand même intéressés à ce que les investissements restent en Europe. Ensuite, non, dans les optiques de transition énergétique, les États-Unis et l'Amérique du Nord restent un pays où il y a énormément de choses à faire. On ne s'interdit pas de faire un investissement à droite, à gauche dans les pays de l'OCDE ailleurs, mais
pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et quand tu dis Europe, c'est Union européenne ou Europe ? Non, on couvre toute l'Europe. D'accord. Alors, aujourd'hui, la grosse majorité reste en Union européenne, mais non, on peut faire typiquement des investissements en Norvège, on peut faire en Angleterre, on peut faire en Suisse. Et c'est très différent d'investir en Union européenne ou en Europe pour vous ? Ou c'est pas... Alors, sur le plan juridique, honnêtement, au-delà de quelques détails et de l'environnement financier, c'est assez similaire. Et nous, on investit dans le monde de l'électricité. Et en fait, le monde de l'électricité est finalement, comme tous les pays sont interconnectés physiquement, leur réseau électrique, en fait, on prend finalement assez peu de risques à aller dans un pays ou dans un autre parce que, in fine, le sous-jacent, qui est un électron qui sort d'un actif renouvelable, il va se vendre à peu près le même prix selon les régions, alors avec des dynamiques de marché différentes, mais en fait, tout est quand même un peu connecté. Donc finalement, il y a des choses à analyser, mais il y a une vraie cohérence d'ensemble sur la plaque européenne, sur le marché de l'énergie notamment. Ok. Et parlons peut-être un peu plus justement de ce contexte des infrastructures. Donc vous faites principalement ou exclusivement de l'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a une demande qui explose de ce point de vue-là ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe en ce moment pour vous ? D'une manière générale, très générale, les infrastructures, c'est des éléments essentiels pour la vie des citoyens. Et c'est une classe d'actifs qui a des éléments communs, qu'on parle de routes, d'aéroports, de réseaux de fibre optique, d'actifs d'énergie renouvelable. C'est des éléments qui sont faits pour durer très longtemps. Voilà, c'est des actifs qui sont faits pour durer très longtemps. C'est pour ça que c'est une classe d'actifs, j'allais dire, singulière. Ça coûte très cher à construire et ça dure très longtemps, avec souvent des revenus plutôt sécurisés. Alors, les énergies renouvelables, là, le marché, je ne veux pas rappeler le contexte, mais entre la guerre en Ukraine et les besoins de décarbonation, on est sur un marché qui explose. Très sincèrement, les besoins de développement d'énergie renouvelable sont faramineux. Tu as des chiffres par rapport à ça ? Oui, je crois que l'Europe investit 60 ou 70 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables, et ce n'est pas du tout suffisant pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Tu as le chiffre, combien est-ce qu'il faudrait investir pour pouvoir atteindre l'objectif ? Là, tout de suite, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est faramineux. Ouais. Et donc, voilà, on est sur un marché avec le vent dans le dos qui a ses propres problématiques, mais on a une demande qui est extrêmement forte de financement, mais pas que. On a de la chance d'être sur un marché qui a le vent dans le dos. Oui, effectivement. Et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à investir dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui distingue Eiffel d'autres acteurs qui pourraient pratiquer le même type d'investissement ? Ouais, alors heureusement qu'on n'est pas les seuls. Oui. Tout seul, on aurait du mal à y arriver. Non, qu'est-ce qui nous distingue ? Je pense que c'est d'abord ce que je disais au départ, c'est-à-dire que cette capacité à développer des stratégies qui répondent exactement à des besoins spécifiques. À un moment donné, on n'a pas forcément vocation à tout faire dans les énergies renouvelables, mais en tout cas, aujourd'hui, nos stratégies, elles sont vraiment en capacité de répondre à des besoins très particuliers, à des moments cruciaux de la vie des projets et pour nos contreparties. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu justement, c'est quoi la vie d'un projet ? Alors, la vie d'un projet renouvelable, mais en fait de toute infrastructure, ça se divise généralement en 3 phases. La phase de développement, qui est la phase qui finalement fait passer de l'idée à un vrai projet réalisable. Donc c'est l'obtention des autorisations, sécurisation du terrain, etc. C'est des phases qui, dans le domaine énergétique, durent entre 3 et 6 ans, selon les technologies, etc. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui est la phase de construction, qui, alors, pour le domaine énergie renouvelable, est assez courte, c'est entre 1 et 3 ans. D'accord. Ça peut même être un peu moins d'1 an. Donc, quand on compare à des infrastructures de transport, c'est beaucoup plus long. Et après, il y a toute la phase d'opérationnel, d'exploitation des actifs, qui va durer 30 ans, 35 ans. Nous, Eiffel, on est positionné via différentes stratégies, mais surtout sur des phases de développement et de financement de construction. C'est là qu'on a le plus de valeur, parce que c'est là qu'il y a des besoins cruciaux qui ne sont pas forcément toujours bien adressés par le marché. Quand on fait du développement, on investit en equity, parce que c'est là qu'il y a plus de risques de timing, d'aller au bout sur un projet ou pas. Et les stratégies de financement de construction, on est plutôt sur des produits de debt bridge, qui viennent financer une partie de la construction et sur lesquels on a vocation à être refinancé une fois que les projets sont construits. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer justement pour des auditeurs qui sont moins familiers de la debt bridge, comment ça fonctionne ? Alors, c'est une dette de financement de projet. Alors, il faut y revenir en fait. Les infrastructures, elles se sont beaucoup développées aussi par une méthode de financement particulière qui est le financement de projet, qui est de dire qu'en fait, c'est le projet qui contracte un emprunt et l'emprunt, il est garanti que par les revenus
générés par le projet. Sa sécurité, c'est les revenus générés par le projet et c'est pas les actionnaires qui comblent. Donc ça, c'est le schéma global du financement de projet. Et nous, ce qu'on fait en Debt Bridge, c'est qu'on s'appuie sur le même typologie de risque, donc sur les revenus du projet, mais on vient financer en fait la phase de construction. Et nous, on est capable de faire en 6-8 semaines ce que des banques institutionnelles vont mettre 6 mois à faire. D'accord, ouais, énorme. En fait. Et donc, vous savez à ce moment-là combien de temps va durer le prêt que vous faites au projet ? Oui, on sait à peu près combien de temps dure la construction. Alors, comme dans toute vie, il y a des choses qui vont plus vite, des choses qui mettent plus de temps. Mais oui, on arrive à déterminer à peu près quelle est la durée de construction d'un projet, combien de temps il va falloir ensuite pour refinancer, quand même, parce qu'il faut prendre ça en compte. Et on est du coup, quand on fait de la Debt Bridge, on est sur des 18 à 36 mois. D'accord. Là où en equity, vous restez vraiment que sur cette phase de développement ? Alors l'equity, oui, on l'a fait nous que sur la phase de développement, parce que finalement c'est vraiment la phase où on arrive à cristalliser le plus de valeur. Et par contre, oui, c'est des tickets qui sont un peu plus longs, c'est des tickets de 4-5 ans. Ok. Ok. Et il y a un sujet donc, que tu n'as pas évoqué. Donc, tu m'as dit que la durée de vie, c'était à peu près 30, 40, 50 ans. On parle parfois aussi du démantèlement. De ces infrastructures et parfois qui sont même problématiques, je sais, notamment sur les éoliennes. Est-ce que c'est des sujets que vous adressez ou là c'est vraiment plus du tout votre sujet à la fin de vie des infrastructures ? Alors, c'est pas une réponse facile, une question pas facile, non. Alors, est-ce qu'on s'en fiche ? La réponse est non. Oui. D'abord, on est obligé de se poser les questions. Ensuite, je pense qu'il y a 2 manières de répondre à la question. La première, c'est qu'aujourd'hui, même sur les éoliennes, on est à 98% de recyclabilité. Que ce soit sur le parc solaire, on est sur une très forte recyclabilité. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, dans 30 ans ou 40 ans, on aura quand même toujours besoin d'électricité. Donc la question, c'est est-ce qu'un endroit qui a eu des éoliennes pendant 30 ans, quand celle-ci ne fonctionnera plus, est-ce qu'on virera tout ou est-ce qu'on en mettra des nouvelles au même endroit ? La question se pose. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a la recyclabilité des éléments. Le démantèlement, il est mis en place, alors je veux dire, il est inclus dans les business plans quand les actifs viennent d'être financés. Ensuite, on a souvent l'habitude de dire, ce qui est souvent vrai, c'est que le coût du démantèlement, il est payé par la revente des matières premières de ce qu'on va démanteler. D'accord. Et ça permet de couvrir exactement. Typiquement, sur un parc solaire, on a beaucoup d'acier, ou d'aluminium, mais plutôt d'acier. Et ça, la revente de la matière d'aluminium est censée payer les travaux. Ok, intéressant. Ok. Oui, donc il n'y a pas forcément de besoin de financement spécifique au moment du démantèlement. Non, alors ensuite, on va être honnête. Pour l'instant, on n'est pas à un stade aujourd'hui en Europe où on démantèle des projets d'énergie renouvelable. On est encore. Oui, c'est ça. On est pas au début de l'histoire, mais on va dire les premiers parcs éoliens, ils sont plutôt en Allemagne. Ils datent de la fin des années 90. C'est là que ça a commencé vraiment à se développer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils sont remplacés par des turbines plus puissantes. Alors, les anciennes turbines sont enlevées, recyclées pour ce qui peut l'être, et on en met des nouvelles. D'accord. Plus puissantes, plus efficaces, etc. Ok, très clair. Et en plus, c'est des technologies qui, j'imagine, évoluent à une vitesse grand V. Ouais, ça évolue. Il y a une recherche d'efficience et de rendement. La technologie elle-même évolue pas forcément beaucoup. Typiquement, un panneau solaire, l'effet photovoltaïque, il a été découvert par Becquerel au 19e siècle. On n'a rien inventé, quoi. Ensuite, il y a une course au rendement, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer l'efficience parce que ça veut dire moins d'emprise au sol, ça veut dire des gains de coût. En fait, l'efficacité, elle ne vient pas de rupture technologique, mais elle vient permettre de gagner en compétitivité et en coût. Et surtout, ce qui est aussi stockage de cette énergie, puis il y a toutes les logiques aussi, alors on prend moi, c'est peut-être pas le bon terme, d'alternativité ou de... D'intermittence. Alors, encore un sujet difficile. C'est vrai que les énergies renouvelables, elles sont ce qu'on appelle intermittentes. Ça veut dire que la nuit, les parcs solaires, ils produisent pas. Et donc, il faut trouver les moyens de flexibiliser le réseau électrique pour pallier cette intermittence. Et voilà, parce que l'électricité, il faut qu'il y ait en permanence un équilibre entre l'offre et la demande. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y a des solutions technologiques de stockage qui existaient, comme les grands barrages, et qui se développent, qui sont des batteries. Donc ça, c'est une des solutions. Et on voit effectivement beaucoup de gestionnaires de réseau qui font des appels d'offres de capacité pour mettre des batteries sur le réseau. Mais ça, c'est plutôt pour gérer de l'intermittence à l'échelle de l'heure. Il y a aussi des vrais sujets qui sont le changement du profil de demande et de consommation. Ok. Donc, mais c'est un des grands enjeux et qui nécessite beaucoup d'investissement aussi dans les réseaux électriques pour continuer la pénétration des énergies renouvelables.
Aujourd'hui, tu disais qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui cherchaient à verdir leur portefeuille. Je reprends tes termes. Je serais curieuse justement de savoir qui sont les personnes qui investissent dans ces projets, qui investissent à vos côtés. Est-ce que c'est Madame Tout-le-Monde ? Est-ce que c'est un certain type d'investisseurs ? Alors, ta question, c'est qui sont les investisseurs dans nos fonds ou... Qui sont, alors oui, dans vos fonds principalement, ou en tout cas, si demain, moi, je suis investisseur et je me dis, en fait, j'ai envie que mon épargne, elle serve à soutenir ce type de projet, est-ce que je vais passer par Eiffel Investment Group ? Est-ce que je vais passer par d'autres acteurs ? Comment ça fonctionne d'un point de vue investisseur ? Alors, nous, on a très clairement mis l'impact et l'ensemble des sujets ESG au sens large au cœur de notre stratégie depuis longtemps. Typiquement, la plupart de nos fonds infra, ils sont article 9, au titre de la réglementation SFDR, alignés taxonomie, etc. Pour nous, c'est un élément extrêmement important par conviction, mais aussi par performance. Parce qu'on pense que les investissements vertueux sur le plan ESG, ils ont vocation à être plus performants à terme. Et ça, typiquement, quand on prend, alors c'est pas du tout la stratégie infra, mais la dette privée. Aujourd'hui, on a été un des précurseurs des covenants d'impact et on voit que la performance, en fait, les entreprises qui sont vertueuses, elles ont à long terme une meilleure performance. Donc on est convaincu que 1, c'est bon pour la planète et 2, ça améliore la performance. Ok. Et donc vos investisseurs Et donc nous, aujourd'hui, nos investisseurs, à l'échelle d'Eiffel, c'est majoritairement des grands institutionnels. Donc des assurances, des assureurs, des mutuelles, des fonds de pension français et européens. Je pense qu'ils ont de plus en plus eux-mêmes, ils ont les objectifs de toute façon d'investissement dans des sujets ESG. La classe d'actifs infra qui est liée à l'ESG, ça coche un peu toutes les cases. Oui, complètement. Et la demande des investisseurs, elle est plutôt supérieure à l'offre sur ces sujets ou... Il y a quand même beaucoup de fonds. Il y a quand même beaucoup de fonds qui se commercialisent dans ce secteur aussi. On voit quand même que la demande... En article 9, notamment, il y a assez peu de fonds qui arrivent à garantir l'article 9 parce qu'il est quand même extrêmement exigeant de la réglementation. C'est-à-dire qu'il faut que 100% des investissements soient durables. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une seule déviation stratégique sur au risque de requalification. Nous, on a la chance d'avoir des stratégies pures. Donc, on dit qu'on fait du renouvelable. On fait du renouvelable, en fait, et on ne fait pas autre chose. Et donc, oui, le fait qu'on soit capable de garantir un peu le côté article 9, etc., c'est intéressant pour nos clients. Oui, bien sûr. Et je le rappelle, évidemment, quand on est investisseur et qu'on souhaite investir dans les infrastructures, il y a évidemment des risques qu'on peut citer, des risques de liquidité, des risques de perte en capital, partielle ou totale. Mais il me semble que vous avez aussi quelques investisseurs particuliers qui sont des investisseurs professionnels et avertis, mais qui peuvent rentrer dans vos solutions d'investissement. Oui. Ok. Mais c'est une part relativement faible de vos investisseurs. Aujourd'hui, oui. D'accord, ok, très clair. Après, je suis intimement convaincu que cette classe d'actifs, elle a vocation à se démocratiser auprès des particuliers, parce qu'en fait, on investissait sur l'économie réelle, sur des vrais objets. C'est-à-dire alors pour les énergies renouvelables, vous investissez vraiment dans le développement ou la construction de projets renouvelables. Si jamais on faisait des lignes de train, ça serait pareil. Enfin voilà, on est vraiment sur de l'actif tangible. Oui, et donc ça, pour un investisseur particulier, c'est quand même agréable de se dire, en fait, quand je mets mes sous dans ce fonds-là, j'ai un lien très rapide avec des actifs tangibles. Et en général, il y a combien de projets dans un fonds ? C'est plutôt... Alors là, ça, c'est très variable selon les stratégies, D'accord. parce que typiquement, quand on fait du développement, forcément, le développement, on prend une multitude de projets. Bien sûr. Donc, plusieurs centaines, alors que quand on fait de la debt bridge, en fait, on vient financer la construction d'1, 2, 3, 4 projets. D'accord. Mais factuellement, depuis le démarrage de la stratégie de debt bridge, je crois qu'il y a plus de 2000 projets qui ont été financés, ou 2500. D'accord. En combien de temps ? En 6 ans. Ouais, donc c'est énorme. Okay. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Ok. Tu disais que, justement, tout l'intérêt, c'était de financer des actifs qui étaient tangibles. Je serais curieuse que tu me racontes, peut-être plus en détail, un deal sur lequel vous avez une expérience qui est particulièrement intéressante. Il me semble que tu voulais me parler de Pacifico. Ouais. Est-ce que je peux te laisser m'expliquer exactement quelle était la problématique, comment est-ce que vous avez pu l'accompagner, qu'est-ce que vous avez retiré aussi de ce projet
Alors là, on est sur notre stratégie equity, donc de financement du développement de projets. Ouais. Donc, Pacifico, c'est un développeur allemand qu'on connaît bien parce qu'on l'avait déjà financé sur des stratégies de dette par le passé. Comme son nom ne l'indique pas du tout. Comme son nom ne l'indique pas du tout. Il est allemand, c'est vrai. Et tu vas voir, en plus, la spécificité après, c'est que les projets sont en Italie. Voilà. Et financés par un fonds français, c'est quand même beau l'Europe. Non, et donc ils sont venus nous voir en disant, voilà, nous on veut se développer en Italie, on a monté une petite équipe, on a identifié des projets, est-ce qu'on peut trouver un partenariat où vous allez nous aider à financer ces projets? Ok. Et donc nous on a dit oui, c'est super, on monte un fonds equity justement pour faire ça. C'est très bien. Et donc ils sont venus nous présenter, donc on a 5 projets. Alors je sais pas si la taille va parler à tout le monde, mais on est pour 300 MW total dans la JV, donc c'est des projets qui font 50-60 MW en moyenne, et un peu plus petits, un peu plus gros. C'est des projets qui avaient déjà sécurisé leur terrain et leur connexion au réseau. Donc ça c'est un gros plus pour vous. Donc ça c'est effectivement, en fait quand on investit en développement, on investit toujours une fois que le développeur a sécurisé le terrain, parce que sinon, en fait, il a juste une idée. Donc, on n'aime pas payer pour les idées. Okay. On paye pour les projets. Mais par contre, la connexion au réseau, oui, c'est un des 2 facteurs de dérisking qui est important. Donc, connexion au réseau, ça veut dire qu'il s'était déjà organisé avec qu'il a le des droit, réseaux locaux. Voilà, une fois qu'il a construit son okay. projet, il a gagné le droit d'aller se brancher et donc de pouvoir vendre son électricité, en fait. Et ça veut dire que le réseau a aussi validé, alors dis-moi si je dis des bêtises, mais que la qualité de l'électricité qu'il a été en mesure de produire avec ce projet était conforme. Ouais, alors il n'y a pas vraiment de notion de qualité, parce qu'un électron, c'est un électron, d'où il vient, quelle que soit la techno, mais par contre que le réseau était en capacité de recevoir cette puissance qui allait lui être délivrée, et cette énergie qui allait lui être délivrée. Okay. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des projets agrivoltaïques. Ok, donc explique-nous peut-être en quoi ça consiste, l'agrivoltaïsme. C'est un sujet intéressant, c'est qu'aujourd'hui, globalement, le solaire, on a besoin d'en faire beaucoup, et ça prend quand même de l'espace. Et donc, il y a beaucoup de pays européens qui développent, alors un peu chacun dans son coin, mais bon, sa législation sur comment je fais cohabiter l'agriculture et le solaire. Parce que j'ai besoin des deux, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas supprimer de l'agriculture pour mettre du solaire. Et là, typiquement, ce qui est très intéressant sur la transaction avec Pacifico, c'est que Pacifico s'est allié avec un partenaire qui est un des plus gros producteurs d'huile d'olive. D'accord. Et donc, ils ont développé tout un concept d'agriculture de petits oliviers qui vont mettre entre les rangées. Ils ont développé les machines exprès pour aller les ramasser. Donc, il y a ils ont vraiment développé un projet agricole autour du projet solaire. Donc, tu as des champs d'oliviers de panneaux solaires. En fait, tu as des rangées de panneaux solaires. Oui. Tu imagines qu'elles sont inclinées. Et donc, derrière, pour ne pas faire de l'ombre sur le truc d'après, il y a des oliviers, mais plutôt de petite taille, 2 mètres. D'accord. Et après, il y a l'espace pour faire passer un tracteur et tu remets une rangée et tu recommences. Ok. Alors, l'impact que ça a sur le projet solaire, c'est qu'effectivement, du coup, on densifie moins le terrain. Oui. Forcément, parce qu'on doit mettre des oliviers au milieu. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'obtenir les permis beaucoup plus facilement parce que les projets sont vus beaucoup plus favorablement par les collectivités. Et alors, explique-moi pourquoi est-ce que c'est mieux de faire une rangée que de prendre un grand champ, de le couper en deux, de mettre d'un côté des panneaux solaires et de l'autre côté des oliviers. Alors d'abord, parce qu'en fait, c'est pas comme ça. En fait, le solaire, de toute façon, tu as besoin d'espacer. Ouais, d'accord, ok. Tu peux pas les coller parce que sinon ton rangée 1 va complètement ombrager la rangée 2. D'accord. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu espaces un peu plus, mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. D'accord, ok. Super intéressant. Ok, donc le projet c'était en novembre 2022, alors, exactement. C'est ça Donc ça, c'est un investissement qu'on a réalisé en novembre 2022 d'une vingtaine de millions d'euros total de commitment. Tout n'a pas été engagé encore. Ça vient financer d'abord l'acquisition de nos titres dans les projets, dans la JV, et derrière, donc on a pris 55%, et derrière, on va venir financer 95% des coûts de développement des projets. Combien de temps pour développer ce projet ? Pour développer les projets, c'est 3 ans pour obtenir les autorisations à peu près. D'accord. Et au bout de 3 ans, vous sortez ? Et nous, on a vocation à revendre les projets une fois qu'ils sont développés. Donc, pour passer la main à des gens qui vont les construire et les opérer. Et donc, ces gens-là, c'est les utilities. Donc, le monde des utilities, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Engie, Enel, EDF, Iberdrola. D'accord, donc c'est eux qui vont racheter vos parts, en fait. Et d'autres, alors eux, ça peut être des IPP indépendants qui font que du renouvelable. IPP ? Independent Power Producers. Ok. En fait, il y a beaucoup avec le développement des énergies renouvelables, il y a beaucoup de sociétés qui ont grossi et qui sont aujourd'hui des producteurs d'électricité comme les utilities, mais exclusivement renouvelables. Alors qui sont plus petites que les utilities en taille, forcément, mais qui sont quand même de taille importante. Et aujourd'hui, en fait, tous ces acteurs du renouvelable, ils cherchent beaucoup de projets développés parce que
autant le développement est une activité qui est très locale. Si je devais imager ça, le développement, ça commence par quelqu'un dans sa voiture qui va voir le maire, qui va voir l'agriculteur du coin, qui va voir le propriétaire du terrain, etc. Alors que dès qu'on passe à la phase construction et opération, ça, c'est des choses qu'on peut beaucoup plus standardiser, avec beaucoup de synergie. Et donc, tous les gros acteurs, ils n'ont pas vocation à avoir des dizaines de personnes partout, en fait, pour faire le développement. Donc, ils achètent le développement. Et vous, en tant que fonds, vous vous déplacez sur place pour aller voir ce type de projet ? Alors, on se déplace d'abord beaucoup pour voir les équipes. D'accord. Parce qu'il faut quand même avouer que quand on fait du développement, quand on y va, on voit des champs. oui, j'imagine, il faut se projeter. On voit des terrains qui sont soit cultivés, soit vides. Oui. Donc c'est toujours intéressant d'y aller, mais voilà, il y a moins d'intérêt que quand on va voir un actif déjà construit. Par contre, on se déplace beaucoup pour voir les équipes avec lesquelles on va travailler, parce que finalement, on rentre dans un vrai partenariat. J'allais dire un mariage à durée déterminée pour être politiquement correct. On est vraiment dans un partenariat, et les équipes qui vont réaliser le développement, c'est la clé du succès. Okay. Donc on passe beaucoup de temps à apprendre à se connaître et à avant voir même d'avoir signé quoi que ce soit. Avant même d'avoir, surtout avant d'avoir signé. Et après, ce qui est très bien, voilà, Pacifico, ça fait 1 an et demi qu'on a investi à peu près, un tout petit peu moins. Et on voit qu'on a des interactions avec eux qui sont super fluides. Ils nous demandent notre avis pour beaucoup de choses. Ils nous ont proposé d'intégrer des nouveaux projets. Et voilà, donc on a vraiment réussi à construire une relation de confiance avec Pacifico, mais aussi avec toutes nos contreparties. Parce que c'est ça qui, in fine, va maximiser la valeur de l'investissement, en fait. Et vous pouvez ajuster justement le montant investi en cours de projet si par exemple vous vous rendez compte qu'il y a plus de besoins et que c'est un projet super sérieux, ou au contraire finalement vous pourriez mettre moins, ou c'est pas du tout possible, une fois que vous êtes engagé à mettre un montant, ça bouge plus, c'est carré dans le... Non, alors c'est une des caractéristiques de cette stratégie d'investissement, c'est qu'effectivement on paye au fur et à mesure des besoins du développement. Donc, j'allais dire que si tout va comme prévu, on est engagé. Mais en fait, on sait qu'on va avoir des projets qui vont tomber, on en rajoutera peut-être. Donc, autant on est engagé à financer les choses si ça se déroule as planned. Par contre, si ça ne se déroule pas as planned, il y a des mécanismes d'ajustement. D'accord. On ne met pas tout l'argent tout de suite, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement important dans cette stratégie et qui permet d'avoir une maîtrise du risque qui est meilleure que quand on met tout l'argent tout de suite. Il y a un risque qu'on n'a pas abordé, que j'avais quand même envie d'aborder avec toi, parce que je vois que l'heure tourne, c'est ce qu'on appelle peut-être le risque politique sur les sujets d'infrastructure, parce que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup. J'imagine que sur l'énergie renouvelable, c'est peut-être moins important dans la mesure où les politiques sont plutôt assez unanimes dans le soutien à ce type de projet, mais est-ce que c'est un sujet pour vous? Comment est-ce que vous le gérez sur un projet comme Pacifico ou autre? Alors, ce qu'on entend par risque politique ici, en fait, c'est plutôt un risque régulatoire. C'est-à-dire que quelles sont les décisions que les politiques pourraient prendre et qui influeraient sur la réglementation. C'est un risque inhérent à tout business qui a un peu de lien avec les politiques publiques, parce que là, effectivement, on doit obtenir des permis auprès d'autorisations administratives, etc. Donc, la première chose qu'on fait déjà, c'est qu'on va dans plein de pays différents. Oui, ça limite les risques. Voilà. Ensuite, on est quand même dans un contexte de marché aujourd'hui qui est extrêmement favorable. Et toutes les décisions réglementaires qu'on a pu voir les 2 dernières années, elles ont vocation à simplifier les process réglementaires plutôt que de les complexifier. Et en même temps, ce que je trouve assez rassurant, c'est qu'ils veulent simplifier les procédures, mais ils ne sont pas non plus en train de revenir sur des contraintes environnementales. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas maintenant vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc les exigences environnementales des projets se maintiennent, mais il y a toute une vocation de simplification administrative. Par exemple, si on parle de l'Italie, qui est le cas qui nous intéressait sur Pacifico, avant, les permis de construire, il fallait d'abord qu'ils passent par le filtre des régions, ensuite par les différents ministères, etc. C'était franchement pas simple. Et donc ils ont modifié. Aujourd'hui, c'est une sorte de guichet unique. C'est le ministère de l'énergie qui décide, et c'est lui qui se débrouille d'aller voir ses copains de l'archéo, de la culture, etc. Et voilà. Ils ont transformé ça, passe plus par les régions, c'est l'État qui décide, un guichet unique, etc. Donc, les politiques prennent plutôt des décisions pour favoriser et accélérer. Oui, surtout dans ce domaine-là, j'imagine que c'est pas forcément le cas pour des structures qui financent des aéroports ou des... Ouais, c'est pas forcément le cas. Bon, après, les aéroports, c'est pareil. Quand un politique veut faire son aéroport, souvent il y arrive. Oui, souvent. Pas toujours. Pas toujours. Il y en a certains. Pas toujours. On a le souvenir. On a un souvenir en France. Voilà. Le traumatisme. Mais je pense que c'est un traumatisme, quelque chose qui est beaucoup resté, qui a beaucoup marqué les esprits en France. C'est aussi pour ça que je te pose la question.
Mais oui, le risque régulatoire existe, mais aujourd'hui, les pays essayent plutôt d'améliorer et de simplifier plutôt que de complexifier. Oui. Surtout sur les énergies renouvelables, quand on sait les besoins d'investissement que tu citais en début d'interview. Toi, tu as rejoint Eiffel il y a 1 an et demi. Ouais. C'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Eiffel plutôt que d'autres et comment tu te projettes ? Alors, j'allais dire encore une fois un peu le hasard. Oui, non, mais la vie est une suite de hasard. Moi, c'est un secteur, 1, que je connais très bien et 2, qui me passionne. On fait des choses tangibles. Voilà, j'ai 3 enfants. Je trouve que j'essaie de faire des choses qui sont bons pour leur avenir. Ils ont quel âge ? Ils ont 10, 8 et bientôt 4. Ouais. Donc ils sont bien concernés par le sujet. Je souffre un peu d'abord, et oui, ils sont bien concernés. Non, et puis au-delà de ça, moi j'ai été assez convaincu par la philosophie d'Eiffel, où il y a beaucoup d'empathie, donc j'ai été convaincu. Moi j'avais envie de retourner dans une PME, parce que j'ai fait 12 ans dans une PME, après j'ai rejoint un groupe, une multinationale. Et voilà, j'avais très envie de revenir dans une PME, mais tout en continuant à travailler dans un domaine qui me plaît, et puis à faire ce que je sais faire, qui est quand même de négocier des deals. Laurent, dernière question, qui est 3 questions en une. Ah. Si tu devais donner 3 critères à analyser pour reconnaître un bon fonds, selon toi, ça serait lesquels ? Alors, 3 critères pour reconnaître un bon fonds. Je dirais que le premier, c'est quand même analyser la stratégie. Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ? Est-ce qu'il y a le marché qui va avec ? Est-ce qu'il est adressé de la bonne manière ? Quelle est la stratégie du fonds ? Je pense que le deuxième, et qui est assez évident, c'est finalement quel est le track record du gérant de la société de gestion dans ce domaine-là, qui sont capables de démontrer une capacité d'exécution des deals, et quel est vraiment le track record là-dedans. Faut combien d'années de track record pour considérer que c'est sérieux ? C'est compliqué à dire, parce que par exemple le fonds d'equity là, c'est son premier vintage. Moi finalement j'étais pas dans l'investissement, un fonds, d'où ma question. Mais en fait ça fait 10 ans que j'investis dans des projets renouvelables. Ouais, d'accord. Donc faut aller creuser un peu plus loin en fait. Donc ouais, il faut creuser un peu plus loin. Et puis je pense que nos clients, quand ils me voient en meeting, ils sentent bien que la maîtrise des sujets, quand on a des due deals avec des clients, on sent quand quelqu'un maîtrise le sujet, est passionné, etc. Troisième critère, c'est la capacité de sentir si le risque et le return, ils sont adéquats. C'est-à-dire que bien comprendre, c'est quoi les risques que je prends et quel return j'ai en face, et est-ce que ça correspond ? C'est pas est-ce que typiquement si on me promet un énorme return et que j'ai pas de risque, il y a un loup. Oui. Et à l'inverse, est-ce que je prends pas trop de risques par rapport au return qu'on me propose ? Oui, surtout sur les infrastructures, le return, tout comme le risque, peuvent être extrêmement variés en fonction du momentum dans lequel on rentre dans le projet. Exactement. Dans les infras, typiquement, la phase de développement a rien à voir avec le reste. Donc return plus important, mais risque beaucoup plus important. Exactement. Okay. Donc voilà, je pense que c'est la combinaison des 3 qui permet de savoir ce qu'est un bon fonds. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions. C'était hyper intéressant. Et puis à très vite. Merci Aurore. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.